quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On va revenir sur ces attentats de novembre 2015 parce que évidemment le respect des victimes, le respect des familles de victimes fait que il faut respecter le temps du deuil et sur ces événements d'une gravité sans nom, on a envie de tourner la page le plus vite possible pour arrêter de regarder les choses en face, mais parfois, et comme tous ces drames, il faut essayer de garder un œil sur l'évolution de certains dossiers, sur certaines révélations qui ont été passées à l'ombre et qui plus de 10 ans, enfin près de 10 ans après, malgré la tenue des procès des attentats de novembre, nous n'avons toujours pas eu de réponse à certaines questions. Donc c'est tout le sujet de cette séquence, les amis. Je voulais revenir avec vous sur ces mystères du Bataclan, mystères non résolus. C'est dans le sens d'une vidéo, d'ailleurs, d'une autre vidéo qu'on avait faite sur Juste Milieu, sur l'attentat d'Annecy. Et pareil, cette vidéo est toujours valable. Tout ce qu'on a mis en avant dans cette vidéo n'a toujours pas trouvé de réponse, c'est-à-dire les zones d'ombre des attentats d'Annecy, on n'en sait toujours rien. Le terroriste responsable de cet attentat, on n'a aucune nouvelle. On ne sait même pas s'il sera jugé un jour. Ça devait être en 2025, on n'a aucune nouvelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de maintenir de l'intérêt sur ces affaires-là, parce qu'il y a des zones d'ombre qui devraient, à mon avis en tout cas, trouver une réponse. Donc ça fait partie d'une enquête plus large qu'on a menée, que je vous présenterai à l'issue de ce passage de cet extrait, les amis, parce que comme d'habitude sur ces sujets sensibles, vous doutez bien que je marche un petit peu sur des œufs et que parfois, il faut trouver un moyen un petit peu détourné d'évoquer tout ça. Il y a un lien que je vais vous donner dans le chat, que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. On republie cet extrait sur YouTube, évidemment, où vous pourrez avoir l'enquête entière, où je vous dévoilerai un peu tous les éléments sur lesquels je vais devoir passer un petit peu vite dans cet extrait pour éviter les évidentes raisons de censure. Alors, le shadowban sur YouTube, on s'en est fait une raison. Nos vidéos ne sont pas mises en avant, mais c'est pas plus mal parce qu'il n'y a que les vrais motivés qui les retrouvent. Alors, sur ces mystères du Bataclan. Donc tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, est tiré de sources sérieuses, tout est documenté, parce que, encore plus sur ces sujets-là, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la légèreté, évidemment. J'ai 2 documents au centre de ce travail d'enquête sur lesquels je vais revenir, je vais vous en parler, je vais vous les présenter rapidement. Je reviens plus longuement dans l'enquête qui est disponible dans le lien en description de cette vidéo. 2 documents qui sont au centre en fait de ces révélations non abouties, si j'ose dire, ces révélations qui restent à faire. C'est un livre d'octobre 2016 et un documentaire sorti en 2021, très exactement. L'une des premières zones d'ombre qui encore aujourd'hui suscite de nombreuses interrogations, ce sont les failles du renseignement français. Pour le coup, beaucoup d'articles ont parlé de ça, de ce système défaillant du renseignement français, et pas seulement, parce que avant le 13 novembre 2015, on sait désormais, preuve à l'appui, il y a une commission d'enquête, je vous montrerai d'ailleurs, il y a un rapport parlementaire publié en 2016, je vous le montrerai juste après. On sait que les services de renseignement français et européens avaient accumulé des informations sur des menaces imminentes, certaines qui avaient été localisées au Bataclan justement, et pourtant, l'exploitation de toutes ces données avait été entravée par des dysfonctionnements structurels dont certains sont inimaginable. Je vais vous montrer l'extrait d'un journaliste qui a enquêté là-dessus. C'est hallucinant. C'est complètement dingue. On sait que plusieurs terroristes, dont Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, fichés S, avaient des liens avec des réseaux djihadistes, liens prouvés évidemment, ont pu voyager pendant plusieurs temps librement entre la Belgique, la France et la Syrie, en toute tranquillité. Il y a ce fameux rapport parlementaire de 2016 qui a été piloté par Georges Fenech, qui était rapporteur, donc c'est ce rapport-là, les amis, tac, rapport numéro 3922, pardon, publié au début de l'année 2000... Enfin, non, oui, non, c'est encore un autre... Pardon, c'est un rapport précédent, un rapport avant les attentats, donc qui... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je m'en mets les pinceaux, pardon. Ça, c'est un rapport enregistré le 5 juillet 2016, ce que je vous disais, intitulé donc rapport d'enquête relatif aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Donc ça revient sur la période juste avant les attentats. Et on apprend dans ce rapport, qui est très long, mais que je vous invite évidemment à lire, on apprend des choses assez éclairantes sur des failles structurelles gravissimes, qu'on peine à imaginer quand on se dit que on est bien gardé, que tout va bien. On parle de manque de communication entre les services intérieurs de la France, de la Belgique, des pays directement concernés. On parle de menaces identifiées.
Et tout ça n'a pas empêché les événements que l'on connaît. Je vais vous parler maintenant de Soren Silo, dans la même veine, hein, sur ces failles du renseignement français. Soren Silo, qui est journaliste au Monde, qui a signé une BD vraiment très chouette, qui s'appelle La Cellule, que je vous invite à lire, qui revient sur les attentats du Bataclan. Donc c'est pas fastoche à lire. Mais dans cette BD, on a des révélations très intéressantes, très importantes, pour nous permettre de mieux comprendre l'ampleur de ces failles. Je vais vous montrer. Tac. Attendez, forcément, je me suis trompé de vidéo. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celle-là. Une vidéo que Soren Silo a faite où il revient sur les failles qui sont explicitées dans sa BD à partir de 6 minutes 22. J'ai noté le timecode. Écoutez ce que ce journaliste nous dit pour creuser cette question des failles qui ont pu exister. Donc les attentats du 13 novembre ont été rendus possibles par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la crise migratoire majeure qui s'est déroulée à l'été 2015 au port de l'Europe. Mais il y a évidemment d'autres failles plus spécifiquement policières, et notamment en Belgique, puisque cette cellule est en grande partie composée de ressortissants belges et elle s'est organisée à Bruxelles. Donc évidemment, les failles côté belge sont intéressantes. Et on se rend compte qu'en fait, les services de police belges avaient identifié Salah Abdeslam, donc qui est le seul survivant des commandos du 13 novembre et qui sera jugé au procès du 13 novembre. Son frère Brahim Abdeslam, qui va se faire exposer à Paris, au comptoir Voltaire, et à Baoud, évidemment. Et donc, malgré le fait que ces terroristes aient été identifiés comme faisant potentiellement partie d'une cellule terroriste, très peu d'enquêtes ont été menées les concernant pour des raisons de manque de moyens, essentiellement. C'est-à-dire que les services antiterroristes belges ne sont pas dimensionnés pour faire face à une menace d'une telle ampleur. Le projet d'attentat du 13 novembre, c'est un projet d'attentat massif, extrêmement complexe. Il manquait d'effectifs et de moyens, sans doute, pour mener certaines enquêtes. Et donc, les deux dossiers Abdeslam, donc Salah et son frère Brahim, vont être classés dans ce qu'on appelle les dossiers rouges, c'est-à-dire que c'est des dossiers qui sont jugés importants par les services antiterroristes, mais que ces services n'ont pas les moyens d'enquêter, faute de moyens. L'accumulation... Voilà, je ne sais pas si cet élément-là, en fait, qui symboliquement se suffit à lui-même, je ne sais pas si on prend la mesure de la gravité de ce que ce journaliste révèle, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui politiquement des choix économiques qui sont faits, et qui ont des conséquences sur la capacité de nos forces de l'ordre à mener des enquêtes sur des terroristes. Des terroristes avérés, dont les liens avec des groupes djihadistes sont clairs. C'est tout le but d'ailleurs de l'enquête. Comment mettre hors d'état de nuire ces gens-là? On ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, quand on parle de choix politiques, d'économie et compagnie, c'est l'une des répercussions. On parle beaucoup, et en ce moment on a parlé des répercussions des choix budgétaires sur la santé, on en a parlé, c'est l'une des répercussions également. C'est-à-dire, nos forces de l'ordre ne peuvent pas faire des enquêtes en bonne et due forme. Donc, quand on parle de failles judiciaires, de failles au niveau des services de sécurité, ce serait trop facile de dire c'est à cause des flics, c'est des branleurs et ils font rien. Il faut se rendre compte que tout ça dépend de choix politiques. Et que vous avez aujourd'hui des politiciens qui, pour faire des économies, sont prêts à ce genre de conséquences. Donc c'est là que d'emblée, les attentats de novembre 2015 sont remis dans un contexte. Je ne suis pas en train de vous dire que dans un pays où on aurait mis plus de pognon là-dessus, il n'y aurait pas eu ces attentats. Il ne faut pas déconner non plus. Mais il faut être conscient de ce que chacun a à assumer. Des politiciens qui étaient aux manettes, qui ont contribué à ce genre de conséquences et qui aujourd'hui continuent à parader, c'est quand même costaud, c'est quand même solide. Il faut savoir, faut noter tout ça. Alors, si on continue dans les autres zones d'ombre, il y a ces alertes spécifiques qui existaient sur le Bataclan lui-même. C'est un article de France 24, assez complet d'ailleurs, qui est sorti le 16 novembre 2015 très exactement. C'est cet article-là, où on peut lire certaines choses. On peut lire des éléments assez intéressants et j'y reviendrai là-dessus sur ce côté-là, sur les menaces qui avaient pesé sur le Bataclan avant 2015. Je vous lis, il y a 3 paragraphes intéressants. Le Bataclan a fait depuis 2007 l'objet de menaces récurrentes en raison du supposé sionisme de son ex-propriétaire, Joël Twitou. En 2008, des groupes de militants pro-palestiniens ont dénoncé la tenue annuelle dans la salle d'un gala organisé par l'association sioniste Migdal en l'honneur du Magav, la police aux frontières israéliennes. Le 20 décembre, un groupe d'hommes, visage camouflé par un kéfier, se sont rendus devant l'établissement pour demander l'annulation du gala sous menace de représailles. C'est un message qui s'adresse au directeur du Bataclan et au Migdal, cette organisation pro-israélienne raciste et islamophobe. Vous allez payer la conséquence de vos actes. Dans les quartiers, ça bouge et ça chauffe. La prochaine fois, on ne viendra pas pour parler, avertissait-il dans une vidéo. Le gala avait finalement été annulé.
En 2011, la Direction générale de la sécurité intérieure, DCRI, apprend par ailleurs que le groupe salafiste syrien Jaïch al-Islam, soupçonné d'être derrière l'attentat qui a coûté la vie à une étudiante française au Caire en février 2011, fomentait un projet d'attentat contre le Bataclan, motif que ses propriétaires sont juifs. Donc, ces éléments-là, les amis, sont clairs, sont renseignés. J'y reviendrai. Il y a un bouquin qui a mené l'enquête là-dessus. Il y avait des alertes qui auraient dû être largement prises au sérieux sur le Bataclan, qui était une cible. Donc ça fait partie de ces zones d'ombre où encore aujourd'hui, personne n'a été tenu responsable pour les manquements économiques, enfin pour les décisions économiques qui ont entraîné l'incapacité du côté de la police belge, mais on le suppose aussi du côté de la police française, de mener des enquêtes qui n'auraient peut-être pas pu permettre d'éviter l'attentat, mais qui permettraient aux Français d'être en sécurité. Aujourd'hui, vous avez des choix économiques qui sont faits par rapport à ça. En plus, vous avez ces menaces qui ne semblent pas avoir été vraiment prises en compte. On en a déjà parlé concernant notamment les moyens de défense qui existaient autour du Bataclan à ce moment-là. Donc, on a des zones floues là-dessus. On a également des zones floues, deuxième pilier de ce que je voulais vous dire, des zones floues autour des commanditaires. Les commanditaires réels de l'attentat. Parce qu'on a beaucoup parlé du fameux commando, tristement célèbre commando, notamment Abdelhamid Abaoud, officiellement désigné comme cerveau de cette affaire-là. Mais sur toute la question logistique et sur la question des commanditaires, il y a encore d'énormes zones d'ombre. On rappelle que l'enquête officielle a attribué l'organisation des attentats à l'État islamique, avec ce fameux Abaoud comme coordinateur sur le terrain. Sauf que des investigations ultérieures ont démontré qu'il y avait des vrais responsables, donc on parle des commanditaires, qui étaient potentiellement basés du côté du Moyen-Orient. On a eu un rapport confidentiel de la DGSE qui a été partiellement déclassifié en 2018 et qui évoquait des transferts financiers suspects en provenance de Turquie et d'Arabie Saoudite sans que les destinataires finaux soient clairement identifiés. Donc toutes ces zones d'ombre, on en a déjà parlé, plusieurs médias en ont parlé, je vous invite à rechercher tout ce que je vous dis, ne pas me croire sur parole, chercher des éléments et vous allez voir, vous allez trouver encore d'autres choses en tirant un peu la ficelle. Mais tous ces éléments-là font que ces zones d'ombre n'ont pas été réglées. On peut également parler des écoutes téléphoniques révélées lors du procès de 2022, du grand procès de 2022, qui mentionnent des contacts entre Abaoud et des individus non identifiés en Syrie, suggérant une chaîne de commandement bien plus complexe que ce qu'on nous a dit. Alors là, on rentrerait dans la supposition pure, mais si on va chercher du côté de la Syrie, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve formelle qui nous dirait que le nouveau président de la Syrie, Al-Shara, n'ait pas été en lien avec des groupes terroristes qui eux-mêmes étaient en contact concernant l'organisation des attentats du Bataclan. Aujourd'hui, rien ne le démontre. En tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ces éléments-là. Ensuite, on a aussi sur le troisième pilier des zones d'ombre qui existent, c'est au niveau des témoignages discordants des survivants, pour qui on a évidemment une pensée émue, bien sûr. Et on a quelques témoignages qui, au début, ont été évoqués dans les médias et qui ont été gentiment mis à l'ombre. Des témoignages de survivants et de témoins oculaires, recueillis lors du fameux procès de 2022 notamment, ou dans les médias, qui révèlent des incohérences dans le déroulé des événements. C'est-à-dire, on parle de plusieurs survivants qui ont rapporté des divergences sur l'heure exacte de l'arrivée des forces de l'ordre. Ça, par exemple, c'est un détail fondamental. Même dans le rapport de la commission d'enquête, on sent qu'il y a des éléments qui n'ont pas été mis à la bonne place. On parle d'une intervention de la BRI bien après 22h, alors que l'attaque débute à 21h40. Donc plusieurs survivants ont mis en avant ça, et notamment dans les procès, en disant « Attention, c'est pas certain ce que vous dites, c'est pas certain ». On a eu également des individus suspects qui ont été observés autour du Bataclan avant l'attentat. Ça, c'est une séquence de BFM TV qu'ils avaient diffusée en 2015, le 23 novembre 2015, et c'est une séquence qui a été peu reprise. Voilà. Elle n'a rien fait, elle les a pas contrôlés. Voilà. Donc, ça, la recommandation du sketch de Artus au djihad juste derrière, merci YouTube. Donc voilà, ce témoignage très intéressant a peu été relayé alors qu'on parle de repérage, et cet élément-là a été plutôt mis à l'ombre, pas caché non plus, faut pas déconner, mais plutôt mis à l'ombre. Donc on est sur les trois piliers où se situent les principales zones d'ombre que l'on peut retrouver autour des attentats du Bataclan, que je voulais évoquer avec vous. On va continuer à creuser, les amis, et je vous l'ai dit, je vais aller assez vite sur ces deux documents qui, eux, pour le coup, ont été vraiment oubliés, surtout le bouquin dont je vais vous parler. Un bouquin sorti en octobre 2016,
je m'épanche un petit peu plus dans l'enquête qu'on a faite. C'est comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, une enquête qu'on a publiée sur la boîte noire, sur notre plateforme, comme ça on n'est pas emmerdé pour les histoires de censure. Mais là, je peux y aller roue libre sur la boîte noire. Sur YouTube, il y a certains éléments, il faut y aller un peu plus tranquille. Donc vous avez le lien, je vous le donne dans le chat de Twitch, et si vous regardez le replay sur YouTube, vous l'avez en description évidemment, pour avoir voilà, plus de développement sur ces éléments-là. Mais ce qui valide l'une des premières zones d'ombre dans ce bouquin d'octobre 2016, c'est les liens inattendus entre deux événements terroristes. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de menaces qui pesaient sur le Bataclan, de menaces claires et identifiées, c'est par rapport à l'attentat du Caire de 2009, qui a eu lieu en Égypte, et qui a tué une certaine Cécile Vanier, alors lycéenne française de 17 ans. Et comme tout attentat, quand vous avez un ressortissant de votre pays qui meurt à l'étranger, automatiquement, ça ouvre une enquête chez vous. Et vos forces de l'ordre sont capables de pouvoir enquêter, ont le droit de pouvoir enquêter. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il y a un parallèle entre ces deux attaques, c'est que vous avez au cœur de l'enquête suite à l'attentat du Caire en 2009, un non-lieu a été prononcé en 2012 d'ailleurs, pour l'anecdote, si j'ose dire, et vous avez des éléments de menace sur le Bataclan déjà là. Et vous avez un journaliste d'investigation qui a écrit tout un bouquin là-dessus, et ce qu'il dit dans le livre est effrayant, mais c'est effarant. Je l'ai parcouru donc pour l'enquête que je propose, qui est plus longue, qui est plus développée, c'est effarant, parce que vous comprenez que jusqu'à présent, je parlais de zone d'ombre, il y a des choses où on se dit, soit c'est un manqué, soit il y a eu quelque chose d'autre, mais c'est un manqué gravissime, terrible. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport à ça, sur ce premier élément. Le deuxième élément, c'est... d'ailleurs, non, ce journaliste, Philippe Cohen-Grillet, d'ailleurs, je voulais vous montrer un extrait de ce qu'il dit, pour vous donner quand même quelques éléments, avant d'aller voir l'enquête un peu plus fouillée, voir ce qu'il nous dit, ce qu'il explique dans la genèse de son bouquin, et le lien qu'il fait entre les deux événements. Cette bombe, elle visait délibérément un groupe de jeunes Français, d'adolescents, qui étaient en vacances dans le pays. Les lycéens de Levallois-Perret. Les lycéens de Levallois-Perret. Il y a eu 24 blessés, beaucoup de blessés graves, et Cécile Vanier, 17 ans, qu'on oublie, comme on oublie l'attentat du Caire, est morte ce jour-là, ce 22 février 2009. À la faveur de l'enquête qui a commencé sur l'attentat du Caire, la justice, tout de suite, a eu des informations selon lesquelles le même groupe qui avait délibérément frappé les Français voulait s'en prendre au Bataclan. Pour quel motif? Parce que le Bataclan appartenait à des Juifs. À l'époque. Et que, soi-disant, il finançait l'armée israélienne. On retrouve au cœur de cette enquête également les mêmes personnages, les frères Klein. C'est absolument effarant, c'est ce que je raconte dans le livre. Quand on lit certains PV d'audition des frères Klein, ceux qui ont revendiqué les massacres du 13 novembre sont pour les champs, ils étaient entre les mains de la justice, ils ont joué à l'anguille, et la justice a clos ce dossier par un non-lieu en 2012. Alors qu'ils avaient raconté, enfin il faut être clair, hein, il faut dire les choses clairement, ils ont dit aux policiers, le Bataclan fait partie des cibles, c'était aussi clair que ça. Alors, ce qui est très très net, et ça, les preuves sont incontestables, c'est des preuves écrites, le Bataclan a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs individus qui sont impliqués dans l'attentat du Caire comme une cible prioritaire. Comment tout ça peut se finir par un non-lieu? Tout ça se finit par un non-lieu, par incompétence. Comme il y a de mauvais journalistes, il y a de mauvais boulangers, et parfois il y a de mauvais juges. Voilà. Donc ça, c'est une intervention médiatique de Philippe Cohen-Grillet. Alors vous doutez bien que ce qu'il dit sur le plateau de LCI est un tout petit peu plus édulcoré que ce qu'il dit dans son bouquin. Et je vous invite vraiment, les amis, à voir l'enquête, hein, en parlant de ça, parce que c'est un bouquin qui m'a fait froid dans le dos en le lisant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais vous faire cette vidéo. C'est depuis ce bouquin qui est resté dans le top de mes livres les plus marquants, et je tenais à faire une vidéo sur Juste Milieu pour revenir sur les attentats du Bataclan et ces zones d'ombre, parce qu'on ne peut pas tourner la page sur le plan judiciaire, sur le plan de l'enquête. Après, pour tout ce qui est des familles des victimes, on respecte évidemment le deuil, mais ce sont deux volets différents, et je crois que notre pays leur doit la vérité. Aujourd'hui, tout ne me semble pas très clair. Le deuxième grand volet, là encore, un documentaire du 3 septembre 2021, pareil, qui a été un petit peu mis à l'ombre. On a appris d'ailleurs que Manuel Valls, en tout cas au moment de la sortie du documentaire, avait souhaité porter plainte contre l'éditeur du documentaire, parce que dedans, il y avait des révélations qui mettaient directement en cause sa responsabilité. Et je vais vous montrer, hein, c'est un article de Marianne notamment.
Regardez, c'est un documentaire qui avait été notamment diffusé sur Arte. Et regardez, on avait appris que Manuel Valls comptait porter plainte. Manuel Valls porte plainte contre Arte après des accusations d'une violence inouïe. C'était en septembre 2021. Donc pour vous dire à quel point ce reportage fait pas plaisir, et ce qu'il révèle autour de Manuel Valls, ce que je ne peux pas dire là, parce que vous avez compris que s'il a porté plainte contre Arte, voilà. Mais le documentaire existe. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai pas réussi à trouver d'éléments sur la suite de la plainte, sur la suite de ce que ça a donné, est-ce qu'il a eu raison ou pas, est-ce qu'il a eu gain de cause ou pas. Mais dans ce documentaire, il y a deux choses énormes qui sont révélées, notamment la non-intervention ordonnée d'une unité d'intervention rapide qui était disponible pas loin des lieux. On connaît l'histoire évidemment du brigadier, enfin du commissaire qui est arrivé avec son chauffeur qui allait tirer à l'arme de poing contre un terroriste. On connaît l'histoire des militaires qui étaient devant le Bataclan et qui n'ont pas pu intervenir. C'est encore une autre histoire qui a été très peu médiatisée pour le coup, d'une unité d'intervention rapide à qui on a dit de ne pas intervenir et de se rendre plutôt au QG. Et c'est ni la BAC, ni la BRI, ni le GIGN. C'est une unité peu connue et que le documentaire évoque. J'ai appris l'existence de cette unité, très honnêtement, dans le documentaire d'Arte, justement, que je décortique dans la vidéo que je vous propose. Et on a aussi les motivations politiques, donc de Manuel Valls et d'autres, parce qu'il y a plusieurs politiciens qui sont nommés dans le documentaire. On a une mise en lumière de certaines motivations politiques qui auraient pu justifier, enfin, qui auraient expliqué certains comportements anormaux au niveau du pouvoir français de l'époque. Donc on rappelle, sous François Hollande, Valls était au ministère de l'Intérieur, et à cause d'un jeu de pouvoir, certaines consignes ont été données et d'autres non. Et c'est ce que dit le documentaire. Donc je peux pas, c'est pas que je veux pas l'expliquer là, mais vous avez vu, si Valls a porté plainte contre Arte, bon, bah, quand juste au milieu, vous doutez bien que voilà, même si on ne connaît pas la suite, hein, peut-être qu'il a été débouté, on n'en sait rien. Mais voilà, ce documentaire-là, je le décortique dans la vidéo que je vous propose sur la boîte noire, qui est plus longue, qui n'est pas sur YouTube, donc qui n'est pas public. C'est un lien, je vous envoie par mail le lien, en fait, tout simplement, comme d'hab, hein, vous connaissez. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus sur ces zones d'ombre, parce que je crois que la situation, tout est tellement grave dans cette affaire que, évidemment, en premier lieu, on respecte le deuil des familles de victimes. Et dans un second temps, je crois qu'il est très important de ne pas tourner la page de ce genre d'événement, de continuer à garder un œil attentif pour savoir quelles sont les suites, notamment sur les gens qui étaient aux manettes et qui, pour certains, sont toujours au premier plan politiquement et à qui on n'en a pas tenu rigueur. François Hollande est toujours dans le secteur, quand même. Il faut s'en rappeler. L'attentat d'Annecy, c'est pareil. On n'a aucune continuité. Donc, il y a ces événements-là. Notre-Dame, ce sera pareil. Dans un autre registre, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire sur l'incendie. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. L'ampleur de tel drame, c'est pas normal qu'on soit là à dire « on ne sait pas ». C'est juste pas normal. Donc voilà pourquoi on essaie de continuer à s'engager là-dessus et de vous parler de ces événements.